Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Ah, Walida, le principal suspect dans l'enquête sur le meurtre de Philippine, refuse son extradition vers la France. Ils sont déconnés. Welcome to Switzerland. La Russie annonce la participation de 24 pays au prochain sommet des BRICS. C'est une bataille parlementaire à couteau tiré qui commence. Ça vous semble juste? L'Iran et la Chine font partie des pays qui ont confirmé leur présence à ce sommet. La facture, elle est salée. Kevin, vous me suivez sur ce coup. Gérald Darmanin, 12 gardes du corps, vous vous rendez compte? Personne n'a le droit de vous toucher. Et si quelqu'un me serre la main ou me passe un morceau de pain à table? Je lui démonte sa face. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, hein. C'est devenu, je ne dirais pas notre slogan, mais après Emmanuel Macron, il y a 4 ans, voilà, c'est le cri de ralliement. Mais de quel ralliement? Et je parle au pluriel. Eh bien, on va parler, par exemple, de cet autre monde qui est en train de naître depuis déjà quelques années. Mais dans une semaine, à Kazan, en Russie, il va y avoir le sommet du BRICS. Le BRICS, vous savez ce que c'est. Mais on va en parler avec Jacques Sapir, qui connaît bien cette musique-là, qui est économiste, spécialiste de la Russie. Et on va voir quels sont les enjeux, parce que ces enjeux, je vais vous dire, ils nous concernent complètement. Ils vous concernent, ils nous concernent. Nous ne pouvons plus être aujourd'hui en se disant, voilà, il y a l'Europe, ce qui se passe, mais c'est pas Ursula seulement. C'est Vladimir Poutine, c'est l'Inde, c'est la Chine, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Brésil, et puis tous les autres. On va en parler et on va essayer de faire le décryptage de ce qui se passe. Et puis autre chose, on va parler aussi de... Alors... Vous savez, c'était Michel Audiard qui disait « Bientôt, on n'aura plus que l'impôt sur les eaux ». Et oui, c'est le cas, voilà. Vous savez qu'il y a 60 milliards à 100 milliards qui sont évaporés. Que sont-ils devenus? Tous les Sherlock Holmes sont sur la piste. En attendant, il paraît qu'il y aura un effort fiscal de plus à faire pour 1450 € par an et par foyer français. Et oui, et comment? Eh bien, on va en parler aussi. Et puis alors, les librairies qui refusent qu'on lise certains bouquins, le meurtrier de Philippine qui refuse de revenir en France, les privilèges de Attal et Darmanin. Et voilà. Et en seconde partie, la culture dans tous ses états. Et avec Céline Alonso, nous allons recevoir un des plus grands aventuriers de ce temps, qui a vraiment parcouru les 4 ou les 5 continents, prenant tous les risques. Je parle évidemment, et vous le connaissez tous, de Mike Horn, qui sera avec nous dans ce studio. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et un slogan situationniste détourné, la dialectique peut-elle casser des BRICS? Eh ben, on va vous expliquer ça tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde. Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde, évidemment la chanson culte de Téléphone. Alors, est-ce un autre monde? Eh bien, écoutez, dans une semaine exactement, du 22 au 24 octobre, à Kazan, la capitale du Tatarstan, en Russie, une trentaine de chefs d'État sont attendus pour le congrès des BRICS plutôt. Alors, je rappelle très très rapidement, depuis 2011 et un peu plus, alors les premiers, les membres originels, c'était Chine, Brésil, Inde et Afrique du Sud. Et puis après sont venus l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, et Émirats Arabes Unis et l'Iran. L'an dernier sont arrivés. Donc depuis 2011, les BRICS existent. Et puis on a vu tout ce qui s'est passé, le fait que, on en a parlé la semaine dernière, que le Nigeria, eh bien, n'était plus obligé de prendre le pétrole nigérien en dollars, et le pétrole saoudien en yuan ou en naira, etc. est en train de se passer quelque chose de très différent. Et qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, on en parle avec Jacques Sapir. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes spécialiste de la Russie et des questions monétaires, et vous êtes directeur d'études à l'école d'autres études des sciences sociales. Et vous allez publier, je le rappelle, et on vous recevra aussi dans quelques jours, dans 2 semaines, La fin de l'ordre occidental. Un livre. Alors, est-ce vraiment ce congrès des BRICS, parce que c'est pour ça que je voulais qu'on commence avec ça. Est-ce que c'est la fin de l'ordre occidental, quelque part, et comment? Oui, mais de ce point de vue-là, c'est une trajectoire qui dure maintenant depuis pratiquement 5-6 ans.
Parce qu'au départ, au moment de leur constitution, les BRICS, puisque l'Afrique du Sud ne les avait pas encore rejoints, ils pensaient plutôt faire pression sur les institutions internationales, et donc les institutions occidentales, comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc., pour obtenir une place plus importante. C'était ça. On est à l'intérieur du système, mais on veut que notre juste place soit reconnue. D'accord. Et les Américains et l'Union européenne ont refusé. Surtout les Américains, mais malgré tout, l'Union européenne les a suivis, évidemment. Et donc, c'est depuis 5-6 ans que les BRICS ont décidé de construire un système alternatif. Mais c'était pas l'idée de départ. C'est pas l'idée de départ. C'est d'une certaine manière la politique occidentale qui les a poussés. Vous voulez dire, on veut notre place à l'intérieur des systèmes économiques mondiaux, y compris l'ONU, et on leur a dit... On l'a dit non. Et un des meilleurs exemples, c'est le rapport de la Chine au Fonds monétaire international. Alors rappelez-vous, Dominique Strauss-Kahn, pendant la courte période où il a dirigé le Fonds monétaire international, il avait voulu augmenter très fortement la part de la Chine. En fait, ce qu'il voulait, c'est que la Chine et l'Inde aient des parts qui correspondent à leur poids dans le commerce international. Et ça, les Américains ont refusé. Ils acceptaient que la part de la Chine soit un petit peu augmentée, mais pas plus. Pas plus. Et donc, évidemment, là, ces pays ont dit, c'est pas possible. Si vous ne voulez pas nous donner la place qui nous revient compte tenu de notre poids dans l'économie mondiale, eh bien, on va construire un système alternatif. Alors, c'est quoi pour eux? Alors, c'est quoi ce système alternatif? Est-ce qu'ils veulent construire ou ce qu'ils sont en train de construire? C'est quoi précisément? Alors, au départ, c'était un système essentiellement commercial. Il s'agissait de développer des relations commerciales. Puis, sont venues des questions d'investissement. Et la création de la nouvelle banque de développement qui est installée à Shanghai et dont la présidente est l'ancienne présidente du Brésil, Madame Dilma Rousseff. Actuellement, ils se sont développés sur l'investissement, ce qui est très important parce qu'on sait que la Chine en particulier a un rôle tout à fait majeur au niveau de l'investissement international. Et depuis 2-3 ans, il y a de la discussion de la création d'un système de paiement ouvert évidemment aux pays des BRICS, mais qui serait ouvert au-delà à des pays qui, même s'ils ne font pas partie des BRICS, pourraient être sympathisants du mouvement ou pourraient se décider d'adhérer à ce système. Ça veut dire, Jacques Sapir, ce que vous dites, c'est la création d'un système monétaire alternatif. Oui, tout à fait. Quelque part. Au départ, ça sera ce qu'on appelle un système de paiement. Pour régler la question des transactions entre les pays des BRICS, entre les pays des BRICS et des pays sympathisants qui adhéreraient à ce système. C'est très probablement une crypto-monnaie qui sera utilisée. D'accord. Mais à terme, c'est bien cette idée. Et qu'est-ce que ça veut dire, un système de paiement? Ça veut dire que, d'une certaine manière, ça va encore renforcer les liens commerciaux entre les pays des BRICS et les pays qui veulent adhérer aux BRICS ou qui veulent être observateurs, etc., par rapport au monde occidental. Alors, ce qui est important, il faut le savoir, c'est que les pays des BRICS ont désormais une part plus importante dans le PIB mondial que le G7. Ça y est, d'ores et déjà. D'ores et déjà. Quand on prend le PIB en parité de pouvoir d'achat... Je rappelle le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut mondial, eh bien là, en parité de pouvoir d'achat, les pays des BRICS ont dépassé depuis 2 à 3 ans les pays du G7. C'est quelque chose de tout à fait essentiel. C'est une première dans l'histoire, on peut dire. Ah, tout à fait. En fait, nous sommes en train de revenir à un monde qui serait le monde d'avant le XVIIIe siècle, parce que à cette époque-là, fin du XVIe, début du XVIIe siècle, la Chine, l'Inde étaient les principales puissances économiques mondiales. Bien sûr, ça n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui, puisqu'on avait peu de relations avec eux. Mais il faut quand même savoir que la puissance économique de la Chine et de l'Inde était considérable. Et puis nous avons eu, de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle, cette domination absolument sans partage de l'Europe occidentale et des États-Unis, puis des États-Unis et de l'Europe occidentale. Bon, ça c'est un petit peu inversé. Et depuis le début du XXe siècle, ce à quoi on assiste, c'est une remontée de ces pays, mais qui traditionnellement
étaient des pays absolument mais il y a essentiels. très très longtemps. Mais alors justement, c'est très intéressant et ce prochain sommet du BRICS, la semaine prochaine des BRICS, va nous en apporter quelques éclairages. Est-ce que, Jacques Sapir, parce que c'est pas à vous, Chiré, que l'économie et la politique n'ont pas une muraille de Chine entre elles. Est-ce que quelque part, quelle est la dimension politique de ce qui se passe et ce qui risque de se passer ? Alors oui, il y a une dimension politique évidente, qui est surtout portée, il faut le dire, par la Russie, la Chine et peut-être un petit peu l'Inde. Même si l'Inde essaye de garder des bonnes relations avec tout le monde. C'est une grande tradition de la diplomatie indienne. Mais oui, il y a aujourd'hui à la fois la volonté de refaire, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus sérieuse et centrée sur l'économie, ce qui s'était passé à Bandung en 1956, rappelez-vous le mouvement des non-alignés. Les pays non-alignés, absolument, qu'on appelait un peu le tiers-monde à l'époque. Voilà, il y a cette idée de revenir à l'esprit de Bandung, ça c'est le premier point. Et puis deuxièmement, ce qu'il y a derrière les BRICS, et ce dont on ne parle en général jamais dans la presse occidentale, c'est l'organisation de coopération de Shanghai, qui est une organisation de sécurité, qui au départ était centrée sur la sécurité en Asie centrale, et sur le continent asiatique, qui est évidemment dominé par la Chine et la Russie, et qui est en train de prendre des responsabilités de plus en plus importantes. D'ailleurs, dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, les Russes et les Chinois ont fait des manœuvres navales avec les Indiens et avec les Iraniens. Manœuvres militaires, vous voulez dire. Des manœuvres militaires. Et avec les Iraniens, c'était tout récemment, c'était il y a quelques mois. Les Indiens participent aux manœuvres qui sont faites par l'OCS. Les Pakistanais envoient toujours une petite délégation pour voir ce qui se passe. Donc, il y a là aussi, derrière, je dirais, l'architecture des BRICS, qui est essentiellement économique, commerciale, monétaire, il y a aussi une organisation de sécurité. Mais dites-moi, ça a un petit parfum d'OTAN, tout ça ? Quelque part, enfin, sans comparaison les paraisons, mais enfin, vous dites sécurité, ils s'organisent comme une espèce, vous savez, le traité de protection, c'est pas l'Atlantique Nord, c'est autre chose, mais tout il y à a fait, de ça quand même. Tout à fait, avec une différence majeure, c'est que les relations sont beaucoup plus égalitaires. Aucun pays n'a par exemple de position dominante chez les BRICS. On le voit en particulier dans la charte. Il n'y a pas un pays qui est pilote, qui dirige, comme c'était le cas dans l'OTAN, comme c'est toujours le cas dans... Pardon, excusez-moi. Dans l'OTAN, et c'est la même chose dans l'OCS. Dans l'OCS, les responsabilités sont réellement partagées. Et ça fait une grande différence. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de pays qui ne sont pas membres des BRICS demandent à participer à la nouvelle banque de développement. C'est que les prêts de la banque de développement ne sont pas décidés par un pays ou deux pays. On pourrait croire, par exemple, que la Russie et la Chine auraient des positions dominantes. Non. Tous les pays des BRICS ont le même poids. Et dans la réalité, c'est vrai, enfin c'est acté en réalité. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Ça c'est très très intéressant. On va continuer à en parler après cette petite pause avec Jacques Sapir et voir un peu quelles sont les conséquences qu'on pourrait avoir effectivement chez nous. On en parle tout de suite après cette petite pause. Coff reçoit Jacques Sapir, économiste, et tous les deux, ils parlent du 16e sommet du BRICS qui aura lieu la semaine prochaine à Kazan. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Jacques Sapir, alors quelle est là, vous avez, tout à l'heure on a exposé, vous avez exposé très très bien, voilà le tableau effectivement et les différents enjeux. Quelle perspective pour nous, parce que tout est lié bien sûr. En ce moment il y a la guerre Russie-Ukraine, il y a ce qui se passe au Proche-Orient et il y a surtout quelles conséquences économiques et monétaires. Alors il y a directement des conséquences importantes. Par exemple, le poids de l'euro va baisser. C'est clair, même si ce n'est pas l'euro la principale monnaie internationale, ça reste le dollar. Et donc, c'est le dollar qui va encaisser le choc le plus important. Mais à échéance, à longue échéance ou déjà en moyenne échéance ? À moyenne échéance. À moyenne échéance. À moyenne échéance, mais quand même, l'euro va perdre entre 5 et 10% d'ici 3 à 5 ans. Bon, ça, c'est une chose qui est claire. Après, beaucoup dépendra de l'attitude des pays occidentaux, et en particulier des pays de l'Union européenne. Soit ils rentrent dans une logique de conflit avec les BRICS,
ce qui semble malheureusement être le cas. Et à ce moment-là, eh bien, les BRICS vont cesser de commercer avec nous, mais il faut faire attention, hein, ça veut dire la Chine, ça veut dire l'Inde, c'est quand même des géants commerciaux. Hein. C'est pas rien, oui. Voilà, et de ce point de vue-là, le monde occidental peut survivre, mais sous une forme très réduite, dans le cadre d'une nouvelle division du monde, comme pendant la guerre froide, mais où là, nous serions très minoritaires, c'est une possibilité. Ou alors, nous reprenons contact avec les BRICS, et pas de la manière irresponsable qu'avait fait Emmanuel Macron l'année dernière. Il avait voulu s'inviter au précédent sommet des BRICS en Afrique du Sud, sans commencer à discuter avec les pays membres, avec les BRICS. Il s'était évidemment fait renvoyer dans ses cordes, mais malgré tout, il y a là une véritable idée. Il y a une possibilité. Il y a une véritable possibilité. Donc, c'est un point extrêmement important. C'est un point important aussi parce que les BRICS vont être, dans les 10 années qui viennent, l'endroit central pour l'investissement mondial, en particulier avec la Chine, mais pas seulement. Oui, avec leurs possibilités, avec leur commerce, avec leur expansion, leur croissance, etc. L'Inde aussi, parce que, rappelons, la Chine, ça fait à peu près 26% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. L'Inde, ça en fait... La Chine seule. La Chine seule. Ouais. Et l'Inde ? L'Inde, 7%. Et l'Inde a un taux de croissance beaucoup plus élevé que la Chine actuellement. L'Inde est sur des taux de croissance de l'ordre de 7 à 9%. La Chine est autour de 4%. Plus que nous, bien sûr, mais ça reste moins fort que l'Inde. Donc, il y a tout cela qui joue, et d'une certaine manière, nous n'avons pas intérêt à nous couper des BRICS. Sauf que si on veut discuter avec eux, il va falloir reprendre la question des organisations internationales et de leur dire maintenant, soit reprendre ce qu'ils demandaient il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, mais évidemment, on ne pourra pas le reprendre dans les mêmes termes qui auraient été possibles il y a 10 ans. Donc effectivement, l'alternative, c'est soit l'Europe et les États-Unis, mais l'Europe suivant, ne se constituant pas elle-même comme interlocuteur, se referme et dit non, on ne veut pas, et puis les conséquences, on les connaît. Soit il y a vraiment discussion de fond. C'est ça. Absolument. Et l'alternative. Merci Jacques Sapir, et puis on vous recevra pour la fin de l'ordre occidental. On verra si sera quelle fin de l'ordre ou fin du désordre. C'est une vraie perspective. Tout à fait. Merci beaucoup. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Je t'offre un pot. Eh oui, un pot. Impôts fiscaux, impôts locaux, impôts directs et impôts indirects. Impôts fonciers, impôts rentiers. Impôt sur les grandes fortunes, impôt même si t'as pas de thunes. Impôt, c'est vrai. Et c'est pas spécialement un pot au feu, ou un pot d'amitié, ou un pot de chambre, pardon, mais enfin quand même, ça continue. Alors, je rappelle simplement, quand même, on en avait parlé déjà, on en parle toujours, que la Commission des finances de l'Assemblée nationale, donc, se prononce sur la mise en place d'une commission d'enquête. Va-t-on mettre une commission d'enquête pour élucider le dérapage des comptes publics. Vous vous rappelez, loi de finances 2024, on avait voté sur la base d'un déficit de 128 milliards, et alors patatras, eh bien, ce déficit atteint 180 milliards. Où sont passés les 50 milliards? Qu'est-ce qui se passe? Quelles dérives, etc. Inexpliqué et tout. Alors on s'est dit, mais alors il faut quand même des rentrées fiscales. Comment on va y arriver? Et on se demande alors, comment faire pour occulter ces 60 milliards d'euros? Parce qu'il faut limiter à 5% le PIB. Et on est déjà, paraît-il, à 6 ou 7%. Alors on va demander un effort. À qui on va demander un effort? Eh bien à nous, à vous, à tous. On va demander cet effort, évidemment. Et comment? Eh bien écoutez, le journaliste au Figaro, le journaliste Robin a fait le calcul. C'est une méthode, mais il dit, cette enveloppe, donc c'est 2% du PIB, implique pour chacun des 40,7 millions de foyers fiscaux, un effort de 1474 euros. C'est une moyenne, 1474 euros, donc près de 1500 euros par foyer fiscal. Et voilà, ce n'est pas encore de la tonte, ce n'est pas encore au Karcher, mais voyez à quelle sauce vous allez commencer à être grignoté. Philippe Herlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au CNAM et on reçoit toujours avec plaisir. Alors, c'est quoi cette annonce? C'est
c'est la marche funèbre de Chopin, c'est les soins palliatifs, ou c'est encore une fois cette espèce de mécanisme extraordinaire. On ne va pas revenir sur les annonces de Bruno Le Maire, etc., etc. Mais alors, on va encore ponctionner et ponctionner plus pour ponctionner mieux, Philippe Erlin. Oui, alors moi j'ai lu cet article-là de Jean-Pierre Robin, mais moi j'en récuse complètement la logique, parce que le fait de ramener le déficit de l'État, enfin en fait c'est une partie du déficit, ce sont les 60 milliards dont parle Michel Barnier pour passer de 7% du PIB à un déficit de 5%, ce qui reste encore énorme. Oui. Et il ramène ces 60 milliards à l'épargne des Français, et ce qui fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 1 475 € par foyer. Mais pourquoi est-ce qu'on ramène les deux? C'est pas aux Français de payer, et c'est certainement pas à l'État de se servir dans l'épargne des Français, dans l'argent que les Français ont mis de côté pour combler une partie de son déficit. Surtout que ça réglera rien, parce que le déficit continue. Il y a un tel déséquilibre entre les recettes et les dépenses que ça continuerait. Donc moi, j'apprécie pas du tout que des économistes ou des journalistes suggèrent à l'État de ponctionner les comptes, l'épargne des Français, quoi. Voilà. C'est à l'État de faire des efforts. Et malheureusement, quand on voit justement les premières discussions en commission des finances là qui ont eu lieu et qui se poursuivent, eh bien les députés, ils n'ont pas d'autre idée que de créer de nouveaux impôts. Il n'y en a aucun parti qui a proposé des réductions supplémentaires à ce qui était des réductions de dépenses supplémentaires à ce qu'avait été établi par le budget. Par contre, une nouvelle taxe, la flat tax, qui va passer de 30 à 33%, la taxe sur les hauts revenus qui devait être temporaire et qui va être permanente. On parle même d'une exit tax, etc. Bon, et ça, c'est absolument scandaleux, parce qu'on tape sur les Français, et moi, je considère que l'Assemblée nationale se moque des Français, voilà. Et ce genre d'article, je dis que c'est dangereux, parce que ça va donner des idées aux députés pour aller ponctionner l'épargne des Français. Bon, voilà, les Français, ils font des efforts depuis longtemps. Les Français, ils se serrent la ceinture depuis longtemps. C'est vrai, les entreprises, c'est vrai, comme Philippe Erlin, mais vous savez qu'ils n'ont pas besoin d'un article dans le Figaro, les presses qui nous gouvernent ou qui aspirent à nous gouverner, pour se dire, allez, ponctionnons. Mais dites-moi, comment vous expliquez, alors vous qui suivez ces affaires depuis assez longtemps, quand même, et que vous connaissez la musique, comment vous expliquez que de droite à gauche, du centre, d'en haut, d'en bas et d'ailleurs, personne ne dit mais arrêtez, regardez les dépenses publiques. Pourquoi je dis ça? Parce que je viens de voir que Trump, si Trump est élu, enfin c'est pas, mais que il a engagé Elon Musk, Elon Musk qu'on ne va pas présenter, pour dire commission absolument sur le contrôle des dépenses publiques, commission qui sera 24 heures sur 24 en vigile. Comment il se fait qu'en France, alors que que beaucoup dénoncent effectivement le blob de l'État, l'État mammouth, que personne ne dit allez, commencez et arrêtons là ou là ou là. Expliquez-moi ça. On a une culture étatiste en France, qui remonte loin dans notre histoire. On a une culture même très socialiste, si ce n'est communiste. Et c'est une catastrophe de laquelle on n'arrive pas à sortir. Et malheureusement, j'ai peur qu'il faille arriver à la faillite pour commencer à se réveiller, c'est-à-dire faire comme l'Argentine, justement, l'Argentine qui a voté pour Javier Milei, qui lui aussi sabre dans les dépenses, et il obtient des résultats déjà tout de suite, avec une chute de l'inflation, avec un marché du logement qui redémarre, et avec finalement une récession très limitée, et des espoirs de croissance qui très importants. Donc j'ai peur qu'on soit obligé d'en arriver là, mais c'est vrai que dans la classe politique française, il n'y a pas de volonté de diminuer la dépense publique. Celui qui a suggéré d'augmenter la flat tax, c'est pas un député LFI, c'est un député du MoDem, de la majorité. Alors c'était une des rares bonnes mesures de Macron au début, de baisser la taxe sur la plus-value à 30%, parce que pourquoi c'est une bonne chose? Parce que la plus-value, ça se fait sur l'immobilier, les actions, les crypto-monnaies ou l'or, et donc c'est des revenus qui sont volatiles, donc c'est normal de pas trop les taxer, parce que sinon les gens qui possèdent des actions ou des bitcoins ou de l'or, ils vont aller voir à l'étranger. Et là on augmente. Et c'est ça qui va se passer. Et là on l'augmente, donc on va décourager la création de richesse. Et le problème, c'est qu'en faisant fuir les gens qui créent de la richesse, ou alors ils vont se dire bon, on va pas trop se fatiguer et puis on va pas chercher à augmenter nos revenus. Eh bien, c'est la croissance qui va caler. Bien sûr. Et ensuite, les revenus fiscaux de l'État qui vont stagner, et au risque de se retrouver fin 2025 avec le même déficit que
cette année, quoi. Et donc tout ça n'aura servi à rien. Et c'est vraiment le risque qui nous pend au nez, d'autant que l'Allemagne, notre premier partenaire économique, lui est en récession. Et il le sera pour l'année prochaine, notamment à cause du coût de l'énergie, voilà. Bien sûr. Qui rend nos industries non compétitive. Tout à fait. Mais alors, dernière question, Philippe Herlin. Effectivement, à ce moment-là, vous dites, on peut être en faillite. Mais on vous répond, enfin, certains vous répondent, mais vous savez, tout ça, oui, mais on s'assied sur la dette, la France ne sera jamais en faillite. Les investisseurs étrangers qui font 52 à 53% des investissements en France, enfin, en tout cas, de la dette, disons, enfin, ceux qui sont écoutez, non, la dette française est pas mal. On continue à nous dire, oui, mais écoutez, oui, c'est préoccupant, mais c'est pas si grave que ça. Est-ce que, effectivement, on ne joue pas, nous, les Cassandres, en disant, écoutez, vous criez au loup, mais si grave. Non, le niveau de gravité, il est réel, parce que les investisseurs étrangers commencent à s'inquiéter. On va avoir, dans le mois qui vient, dans les semaines qui viennent, les 2 agences de notation qui vont peut-être baisser la note de la dette française. Hein. Il faut savoir que si on passe de double A, comme aujourd'hui, à simple A, automatiquement, il y a plein d'investisseurs internationaux qui vont arrêter d'acheter la dette française parce qu'ils ont l'obligation légale d'acheter de la bonne dette, c'est-à-dire double A et non pas A simple. Ouais. Donc, ça risque de poser un problème. Et si le budget n'est pas voté, parce qu'en fait, on a un budget qui, en fait, plaît à personne. Quoi. Et si le budget n'est pas voté, il y a aussi le risque que le gouvernement soit renversé. Enfin, parce que le 49.3 permettrait de passer le budget, mais si en face, il y a une motion de censure qui a la majorité, ça fait sauter le gouvernement et le budget. À ce moment-là, il faudra tout recommencer et ça pourrait vraiment créer un risque pour les investisseurs internationaux. Et après, qu'est-ce qui se passe ? La France émet de la dette et puis il n'y en a qu'une partie qui est souscrite par les investisseurs. Et à ce moment-là, ça veut dire que dans les semaines qui suivent, l'État peut verser qu'une partie des salaires des fonctionnaires, une partie des pensions. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut... c'est quelque chose qui nous pend au nez, vraiment. Qui nous pend au nez, Philippe Herlin. Ça peut arriver à Noël. Je dis clairement, ça peut arriver à Noël. Là, vous voulez dire. Là, ça peut arriver à la fin de l'année. Ah ouais. Parce qu'on est vraiment en situation limite, quoi. Et l'État n'a pas de réserve, l'État n'a pas de fonds souverains, l'État n'a pas d'épargne. Un ménage a de l'épargne en général. Une entreprise a la trésorerie, l'État n'a pas de réserve. Non, mais l'État va ponctionner. On a commencé par ça. À ce moment-là, oui. Et malheureusement, c'est justement ce qui risque d'arriver, c'est que l'État ponctionne l'épargne des Français. Et il faut savoir que la législation existe déjà et le permet. Il y a la directive BERD, directive européenne, qui permet à une banque en situation de faillite de ponctionner les comptes de ses clients. Alors, au-dessus de 100 000 euros, mais c'est intéressant, ça. C'est cette limite-là de 100 000, il y a quasiment plus de comptes au-dessus de 100 000, donc ils la baisseront. Hein. Et les banques seraient en situation de faillite si l'État commençait à faire défaut sur sa dette. Donc ça pourrait se déclencher. Et il y a la loi Sapin 2 qui permet de bloquer l'assurance vie, c'est-à-dire de ne plus verser de l'argent à ceux qui en détiennent et d'interdire les retraits. Non, je ne plus. Voilà. Philippe Herlin, l'État peut bloquer l'épargne et fonctionner, et donc c'est très grave. Et bloquer certains comptes en banque, etc., etc. Écoutez, c'est vrai qu'il faut en parler, c'est vrai qu'il ne faut pas jouer, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se boucher les yeux et les oreilles. Espérons que quand même on n'en arrive pas là, mais c'est très important de voir à quel point on en est et à quel point on fait semblant. Tout va très bien, Madame la Marquise. Merci Philippe Herlin. Merci. Alors, on va faire un petit bonjour particulier aujourd'hui à nos auditeurs de Nice, Perpignan et Marseille. Alors, dans ces villes, vous allez avoir des affiches des principales émissions de Sud Radio. Alors, surtout, vous n'hésitez pas à faire un selfie devant une affiche de Sud Radio. Et il vous en suffit ensuite de la publier sur les réseaux sociaux avec le hashtag de votre ville. Par exemple, si vous êtes à Nice, vous publiez hashtag Parlons Vrai à Nice. Et vous faites la même chose si vous êtes à Perpignan. Vous pouvez d'ailleurs doubler vos chances de gagner en répondant au quiz de votre ville sur sudradio.fr. Bonne chance. Et Berkoff dans tous ses états revient tout de suite avec les perles, les bravos et les... Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Dans tous mes états, parce que quand des libraires, dont le métier, un des plus nobles métiers du monde est de vendre des livres, commencent à pratiquer, oui, la censure. Il y a des livres qu'ils aiment, des livres qu'ils n'aiment pas, et des livres qui disent « Ah non, nous, on décourage ». C'est pas possible, pas un libraire. Si, c'est possible, écoutez. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour. Sur la télé qui trône, un jour j'ai vu un livre. Je crois que c'était le Grand Mône, près de la marmite en cuivre.
dans le porte-journaux, en rotin, tu t'en doutes. Le Grand Mône, j'ai lu un livre, et oui, j'ai lu un livre. Et vous savez, je vous le dis tout le temps, auditeur de Sud Radio, résistant de Sud Radio, lisez, lisez, lisez. Dès que vous avez un moment, lisez, allez au fond, allez dans le temps long. Eh bien, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Vous savez que Michael Paty, qu'on a vu, Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, je rappelle, égorgée il y a 4 ans par un jeune Tchétchène. Elle a publié un livre chez Albin Michel, Le cours de Monsieur Paty. Voilà, elle a raconté un peu ce qui s'est passé pour son frère. Elle raconte ça avec une dignité très forte, une dignité exemplaire, qu'ont eu aussi ses parents, etc. Et donc, les libraires, vendent son livre. Et puis, une librairie qui s'appelle La Chouette qui lit, située à Marciac, vous savez, près de Tarbes, a fait un appel à ses clients sur Facebook. Et elle a dit ceci, je lis parce que c'est assez exemplaire. Alors, je rappelle que le post sur Facebook a été effacé par eux depuis, eu égard aux réactions que ça a eues. Et les réactions que ça a eues, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, aujourd'hui sort un livre, donc c'est La Chouette qui lit, qui poste cela, la librairie. Sort un livre, Le cours de Monsieur Paty, aux éditions Albin Michel. Par ailleurs, le journal Libération fait sa une sur le témoignage de Gaëlle. Gaëlle, c'est l'autre sœur de Samuel Paty, très bien après 4 ans de deuil, et de tentative de compréhension des faits à intention. À la librairie La Chouette qui lit, à notre humble échelle, nous avons toujours soutenu la tolérance, la compréhension des contextes et des idées, dans un esprit de concorde pour tenter de mieux vivre ensemble. Ah oui, tout ça c'est bien, les contextes, les idées, la tolérance, le mieux vivre ensemble, ça c'est mon commentaire. Et ajoute la librairie, nous comptons bien continuer ainsi, alors nous avons fait notre choix. Nous vous encourageons à vous procurer le Libération du jour et ne pas vous donner la peine d'acheter le livre Le cours de Monsieur Paty, sans esprit de haine, disent-ils, de jalousie ou autre sentiment négatif, bien au contraire, si ce n'est peut-être de la déception et de la colère retenue. La mémoire de Samuel mérite d'être honorée à sa juste mesure et pas d'être utilisée à des fins politiques contraires à ses idées. Vous êtes bien sûr, c'est encore la librairie qui écrit cela, qui parle, vous êtes bien sûr libre de lire ce livre. Ah oui, c'est encore eux, on est bien sûr, on peut lire ce livre, vous pouvez, vous ne serez pas en camp de rééducation. Mais, ajoute la librairie, nous vous serions reconnaissants de ne pas nous le demander. Voilà ce qu'écrivait La Chouette qui lit. Je ne sais pas, franchement, par respect pour les chouettes, je ne ferai pas de commentaires, mais je dirais quelque chose de terrifiant. C'est un livre magnifique, c'est un livre que j'ai lu, c'est un livre qui vraiment apporte quelque chose. Après, vous pouvez aimer ou pas. Mais qu'un libraire dise ceci, ne nous demandez pas le livre, ne vous donnez pas la peine d'acheter ce livre, mais je trouve ça, pour un libraire, je trouve ça lamentable. La première des choses qu'on apprenne à des esprits dont le dernier neurone n'est pas en lutte avec l'avant-dernier, c'est de savoir accepter la pluralité des idées. Ces gens-là ont, avec la liberté d'expression, un regard de vétérinaire. Ils veulent faire de l'expression un cobaye qu'on peut disséquer à loisir au nom de leur idéologie. Bravo La Chouette qui lit, je vais vous dire, il faudrait mieux que cette chouette-là se débouche les yeux, les oreilles et le cerveau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est tellement beau, les tyroliennes, c'est magnifique. La Suisse, qui n'aime pas la Suisse, les montagnes suisses, le calme suisse. Eh bien, on comprend que Tahao, je dirais simplement Tahao, vous savez, le meurtrier présumé, on dit bien parce que présomption d'innocence, et c'est normal. Alors, il a été arrêté en Suisse, mais le meurtrier de Philippine, je rappelle Philippine, vous savez, elle a été retrouvée, violée, massacrée le 21 septembre dernier dans le bois de Boulogne, dans l'ouest parisien. Donc, Tahao a été interpellé à la gare principale de Genève le 24 septembre. Il est arrêté à Genève. La France a déposé une demande d'extradition le 9 octobre.
Le ministère fédéral de la justice peut suivre la volonté de mise en cause comme s'en écarter, ça dépend du Suisse. Donc, dans ce cas, le suspect peut faire recours jusqu'au tribunal fédéral, la plus haute instance juridique de Suisse, et il reste en détention jusqu'à la fin de la procédure d'extradition. Or, celle-ci peut durer, il faut le savoir, plus d'un an. Plus d'un an, parce que la procédure ordinaire peut durer plus d'années. Voilà. Je rappelle que le suspect avait été condamné en 2021 pour viol, puis libéré en juin 2024 en fin de peine. Très bien, selon le parquet de Paris, centre de rétention, résidence, assigné à résidence ne s'est jamais et n'y s'est jamais rendu. Et il était, je le rappelle toujours, sur le coup d'une obligation, et ne riez pas tous à la fois, d'OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Franchement, voilà, on en est là, et voilà, donc notre ami est arrêté, notre ami Taha Walidat, et notre ami, entre très grosses guillemets, est en Suisse actuellement, puis ça peut durer un an. Et ben voilà, et comme disaient les crétins hypocrites les plus formidables. Oui, mais vous comprenez, il faut, certes, nous sommes dans un état de droit, et il ne faut surtout pas, mais surtout pas, ça fera pas revenir Philippine, eh oui, ça fera pas revenir Philippine. Mais ça fera quoi à une famille fracassée? Ça fera quoi à tout le monde? Je vous laisse méditer et je vous laisse juger. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà votre façon de servir. Bon appétit aux ministres intègres, c'est le Hernani de Victor Hugo, magnifique. Et écoutez, bravo, moi je suis, mais vraiment très heureux que Gérald Darmanin, et vous savez Gérald Darmanin, eh bien c'est très simple, l'ancien ministre de l'Intérieur, selon le Canard enchaîné, en général un ministre de l'Intérieur, quand il a fini, se contente d'un véhicule et de 4 gorilles, 4, vous savez, membres pour la protection. Eh bien, notre Gérald Darmanin national, écoutez, alors lui, il a tout compris, il va bénéficier, tenez-vous bien, de 12 gardes du corps et de 3 voitures de fonction. C'est pas beau, de 3 voitures de protection. Eh oui, vous savez, on ne prête qu'aux riches, voilà. Et quand Gabriel Attal, qui était Premier ministre, il bénéficie, lui, de 2 chauffeurs avec voiture de fonction à vie. Il a 35 ans, et ce cher Gabriel Attal, eh bien, il va bénéficier de 2 chauffeurs. Elle est pas belle, la vie. Franchement, elle est pas belle, la vie. Moi, je trouve que c'est formidable. Pendant qu'on a un certain nombre de problèmes, qu'on dit qu'on va être encore imposé, fonctionner, et voilà, 2 ministres méritants, ils ont fini leur boulot, ils ont fini tout ce qu'ils avaient à faire, eh bien, ils vont avoir l'un 12 gardes du corps, 3 voitures, l'autre, il va avoir 2 chauffeurs avec voiture de fonction. Voilà, à 35 ans, donc, on lui espère une vie très longue, et voilà, et qui paye, d'après vous, qui paye, qui continue à payer, parce que la seule chose aujourd'hui, le seul slogan, le seul mot d'ordre politique, le seul mantra, le seul credo qu'on nous envoie, c'est paye. Jusque à quand? À voir. André Berkoff, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec l'un des plus grands aventuriers du monde, à savoir Mike Horn. Il nous fait le plaisir d'être notre invité aujourd'hui dans la culture dans tous ses états. Et il va nous raconter, André, ses plus belles expéditions à travers la planète, en Amazonie, en Arctique, en Antarctique, au pôle Nord. Il a bravé tous les dangers. Comment a-t-il fait? Voilà, il nous dira tout dans un instant sur Sud Radio. On revient dans quelques instants. À tout de suite.